Dans cette vidéo, nous allons définir le travail qu'effectue une force sur un objet. Donc vous avez votre trajectoire comme ça, vous avez une masse M à laquelle il y a une force qui s'applique sur elle, d'accord, F. Alors quel est le travail de la force lorsque je veux déplacer l'objet A vers le point B? Donc A c'est le point de départ et B c'est le point d'arrivée. Alors on définit le travail infinitésimal comme étant dW égale à F fois dL. D'accord? Donc ça, c'est travail infinitésimal de F. D'accord? L'unité du travail, c'est le joule. Alors le travail effectué entre A et B, tout simplement, delta W, ce sera l'intégrale de AB, de A vers B, F fois dL. Alors, comme vous voyez, le long de la trajectoire, je peux avoir un déplacement parallèle le long, c'est-à-dire tangentiel à la trajectoire, et un déplacement perpendiculaire à la trajectoire. Donc, je peux décomposer la force F en composante parallèle à la trajectoire, plus une composante normale ou bien perpendiculaire à la trajectoire. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le produit scalaire F dl est égal à F parallèle plus F perpendiculaire fois dl. D'accord? Qui sera égal. Du moment que F perpendiculaire est perpendiculaire à dl, ça veut dire que vous avez uniquement la force parallèle qui travaille. Donc, conclusion, c'est toujours la force parallèle au déplacement qui travaille. C'est pour ça, lorsque vous voulez pousser un objet, il ne faut jamais le pousser de biais. Il faut toujours le pousser dans le sens où vous voulez le pousser. D'accord? Donc voilà ce qui explique pourquoi il est plus facile de pousser un objet lorsque vous êtes dans la direction de la poussée. Maintenant, si vous vous mettez de biais, c'est-à-dire vous vous mettez un angle, à ce moment-là, vous perdez une partie de votre travail. Maintenant, nous allons définir l'énergie cinétique. On va le faire d'une manière très simple. Revenons à la définition du travail. On a vu que le travail infinitésimal dW est égal à F fois dL. D'accord? Maintenant, si je veux intégrer entre A et B, donc j'aurai delta W qui est égal à WB moins WA. Ça sera égal à F dL entre A et B. Écrivons maintenant F comme étant M fois A. Donc ce sera M dV sur dt. Si on remplace, delta W entre A et B est égal à l'intégrale de A et B, M dV sur dt fois dl. Alors qu'est-ce que je fais? Ce dt, on va le ramener ici. Donc ça va donner A sur B, M dV dl sur dt. Alors on sait que dl sur dt, c'est V. Finalement, on obtient delta W égale l'intégrale de AB, M dV fois V. D'accord? Faisons un rappel mathématique. Rappel. L'intégrale, on sait que l'intégrale de x dx est égale à 1 demi de x carré plus
constante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je remplace x par v et dx par dv. D'accord? Si on remplace dans l'intégrale, on va obtenir delta w égale la quantité entre A et B, m sur 2 fois v au carré. D'accord? Donc, la quantité m sur 2 v au carré est déterminée à partir de l'intégrale de v dv. Cette quantité, tout simplement, est dite l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique est définie comme étant 1 demi de mv au carré. Énergie cinétique, qui est l'unité en joules. Conclusion, donc on a défini l'énergie cinétique. Le travail effectué entre le point A et B, qui est égal à WB moins WA, égale la différence de l'énergie cinétique en B, point final, moins l'énergie cinétique, le point d'arrivée. Donc ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique que vous connaissez. Donc faites très attention. La différence du travail entre un point d'arrivée, entre un point final et un point d'arrivée est toujours égale à l'énergie cinétique du point final moins l'énergie cinétique du point d'arrivée. Vous pouvez l'utiliser pour déterminer les vitesses. D'accord? Vous pouvez toujours utiliser pour déterminer les vitesses dans les exemples. Maintenant, une autre grandeur qui est intéressante, c'est la puissance. Donc, là, on définit la puissance P comme étant dW sur dt. Elle est toujours donnée en watts. D'accord? Pourquoi la puissance? Pour une simple raison. Je peux remplacer dW par son expression, donc ça sera F dL sur dt. Et ce qui va me donner F fois V. Donc la puissance, c'est le produit scalaire entre la force qui s'applique sur l'objet et sa vitesse. Donc finalement, si vous avez une force égale à 0, pas de force, ça veut dire P égale à 0. Et si vous avez une vitesse égale à 0, vous avez aussi que P égale à 0. D'accord? Et à ce moment-là, il n'y a pas de puissance à fournir. Donc voilà, ça c'est pourquoi on définit les puissances, c'est pour surtout pour les garçons, hein, ceux qui aiment les voitures. Il faut que vous sachiez que pour obtenir c'est-à-dire une bonne performance entre la durée de vie de la voiture et le moteur, il faut toujours essayer de ménager le moteur et de ne pas conduire d'une manière brutale pour ne pas faire des accélérations hein, qui perturbent c'est-à-dire le fonctionnement de votre moteur. Donc faites attention, hein, lorsque vous conduisez les voitures, il faut toujours conduire doucement et pas brusquement, parce que, comme vous voyez, hein, vous avez les moteurs travaillent, hein, les moteurs des voitures travaillent, et lorsque vous avez des variations de vitesse très importantes, c'est-à-dire des coups d'accélérateur, vous êtes en train d'endommager votre moteur. L'expression F en fonction de R, hein, à ce moment-là, vous pouvez déterminer l'énergie potentielle. Comment? Tout simplement, EP de R, c'est l'intégrale moins l'intégrale de F qui doit dépendre de R dr. D'accord? Donc ça, plus la constante, et je vais la mettre, comme vous savez, je vais la mettre en rouge, et faites très attention à la constante. Donc la constante d'intégrale n'est jamais nulle, hein, il faut toujours la prendre en considération. Donc voici la définition de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est moins l'intégrale de F dr plus constante. Bien évidemment, donc je vous invite un peu à regarder
l'expression, c'est-à-dire la définition d'un opérateur mathématique qui s'appelle le gradient. Donc je peux retrouver f en fonction de EP de R, tout simplement. F de R, c'est quoi? C'est moins gradient de EP de R. Ou bien vous pouvez trouver une autre écriture, moins gradient de EP de R. Alors c'est quoi le gradient? Le gradient, c'est un outil mathématique qui vous permet de dériver une quantité scalaire et il vous donne un vecteur. D'accord? Donc je vous laisse un peu regarder la définition du gradient. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'énergie potentielle, elle existe seulement si votre force dépend de la distance. Donc si vous connaissez votre force, l'expression de la force en fonction de la position, d'accord, vous pouvez déterminer l'énergie potentielle qui est égale à moins l'intégrale de f dr plus constante. Et cette constante d'intégration, elle est très importante. Il faut toujours la prendre en considération parce qu'elle représente soit les conditions aux limites, c'est-à-dire soit à l'infini, soit au départ. D'accord? Maintenant, on va définir l'énergie totale mécanique. Alors, l'énergie totale mécanique, c'est simple. Commençons d'abord par développer le travail. Donc, delta W entre le point A et B, comme on l'a vu tout à l'heure, est égal à delta EC. Donc, la différence de l'énergie cinétique. Et aussi, on avait dit que c'était l'intégrale entre A et B de F dr. D'accord? Maintenant, si je connais F en fonction de R, donc je peux calculer l'intégrale. Si maintenant je l'écris, si F dépend de la vitesse, de la position, qu'est-ce qu'on a? On a delta W qui est égal à delta EC égale, je vais intégrer ça, donc ça sera entre A et B de quoi? De moins, n'oubliez pas, de moins EP de R. D'accord? Et ça sera moins EP de B plus EP de A. Donc ça sera EP A moins EP B. Donc ça sera moins delta EP. Conclusion, dW égale delta EC égale moins delta EP à condition, d'accord, si F dépend de R. D'accord? Faites très attention. À ce moment-là, je peux définir la quantité delta EC plus delta EP qui est égal à delta EC plus EP et qui est égal à 0. Donc cette quantité, je vais appeler l'énergie totale mécanique. Donc, conclusion, ET égale EC plus EP. Énergie totale. D'accord? Maintenant, si F dépend de R, à ce moment-là, delta ET égale à 0. Conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ici, l'énergie mécanique totale est conservée. Donc, conservation de l'énergie totale. Alors, lorsque la force conserve l'énergie totale, on dit qu'on a affaire à, si F dépend de R, par exemple, c'est-à-dire elle devient forcément une force conservative. D'accord? Maintenant, je peux vous poser une question. Est-ce que la force de frottement est une force conservative? Eh bien non, elle ne dépend pas de la position. Donc, c'est une force non conservative. Donc, F, qui est la force de frottement, est non conservative. Ça veut dire que delta W, qui est égal à delta EC, est égal, c'est-à-dire si dans mon système j'ai des forces conservatives et des systèmes non conservatifs, ça sera moins delta EP plus le travail des forces non conservatives. D'accord? Voilà.
C'est dans le cas général. Maintenant, si vous avez des forces non conservatives, ça veut dire delta W égale à 0 et l'énergie totale est conservée. Par contre, si vous avez des forces non conservatives, delta ET, je peux l'écrire autrement, delta ET est égal au travail des forces non conservatives. Et l'énergie totale n'est pas, elle représente la perte de l'énergie. Les forces non conservatives, elles induisent une perte d'énergie dans de l'énergie mécanique totale. Maintenant, nous allons faire Maintenant, nous allons discuter une courbe d'énergie potentielle, hein, c'est juste un exemple, pour que vous puissiez comprendre quand est-ce qu'on a un mouvement ou pas. Donc je prends l'énergie potentielle, d'accord, qui varie en fonction de R. Je vais prendre une courbe simple, voilà. Donc ça, c'est le comportement de l'énergie potentielle, hein, c'est la variation. Alors, supposons, je vais choisir le premier cas. L'énergie totale est là. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le mouvement, hein, je vais les discuter comme ça, hein, d'une manière simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement qui va se passer uniquement entre R1 et R2. D'accord? Donc, le mouvement se passe uniquement entre R1 et R2. Pourquoi? Parce que vous savez que l'énergie totale égale à EC plus EP. Donc, E total moins EP égale EC, qui est tout le temps positif, parce que l'énergie cinétique est positive. Donc, il est hors de question que l'énergie totale soit inférieure à l'énergie potentielle. Donc ici, vous avez l'énergie totale est inférieure à EP. Donc là, chaque fois que vous avez E total inférieur à EP, vous n'avez pas mouvement. D'accord? Parce que vous avez l'énergie cinétique négative, ça ne veut rien dire en mécanique classique. D'accord? Donc, conclusion, le mouvement fait des va-et-vient entre R1 et R2. Et ici, vous avez un point d'équilibre. Pourquoi? Parce que la force est égale à 0. Donc ici, c'est un point d'équilibre. R1 et R2, c'est ce qu'on appelle point de rebroussement. Donc la particule, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle démarre de R1, elle va descendre, elle va aller jusqu'à R2. Puis si elle arrive à R2, elle va faire demi-tour, et puis elle va revenir à R1. Et maintenant, cette position R0, c'est la position d'équilibre. D'accord? Donc le deuxième exemple que je peux prendre, c'est lorsque la particule, c'est-à-dire à l'énergie totale, qui est la ET2, à ce moment-là, les champs sont beaucoup plus simples. Vous avez un mouvement pratiquement à partir de R3. Voilà. Vous avez ici un équilibre stable, ici un équilibre instable, ici un équilibre stable, et puis la particule, elle est libre de se mouvoir entre R3 et l'infini. Donc voilà, donc lorsque vous discutez une courbe d'énergie, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, il faut retenir les points de rebroussement, d'abord. C'est là où la particule fait demi-tour, d'accord? Vous avez aussi les points d'équilibre, stable et instable, d'accord? Et lorsque l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle, cela veut dire que l'énergie cinétique, cela veut dire que l'énergie cinétique est égale à 0. D'accord? Ça veut dire que la vitesse de la particule est égale à 0. Donc voilà pour cette vidéo.